Oh. Bah, c'est parti. Oh. La voix de ténor. Je ne sais pas si on m'entend bien. Oui, Ah oui. pense que Très c'est bien. bon. Ok. On va faire un test. Oui, c'est bon. Ok. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents, vous tous. Ça nous fait très plaisir. Je suis ravie d'être là aujourd'hui à Imaging Valley et pour ce panel sur l'e-sport. Moi, je m'appelle Amance. Je travaille à Expertise France, qui est une filiale du groupe AFD, l'Agence française de développement, et on est agence technique de coopération internationale où on met en œuvre des projets de développement un peu partout dans le monde sur différents sujets. Et aujourd'hui, on va parler de l'e-sport. C'est un sujet qui nous intéresse particulièrement à la croisée du coup entre le numérique et le sport. Donc, on va discuter un peu de ça aujourd'hui. Et je suis accompagnée donc de Pierre et de Jennifer aujourd'hui. Je vais vous laisser vous présenter juste après. À toi l'honneur. Allez-y. Ouais, ok. Donc, moi, c'est Jennifer Gomez. Mon pseudo de joueuse, du coup, c'est Amelita. Donc c'est pour ça, enfin, on me retrouve là, sous ce pseudo-là sur les réseaux sociaux. Donc je suis VP e-sport de l'association Afrogameuse et joueuse compétitive sur le jeu Street Fighter 6. Merci Amelita. À toi la parole, Pierre. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Déjà, je suis très honoré d'être là aujourd'hui. Donc, Pierre Zo Châtelain, pareil, c'est mon nom de scène, on va dire un peu, même si je suis un peu plus dans l'ombre que Jennifer. J'ai plusieurs casquettes et 3 qui sont importantes aujourd'hui. La première, c'est que mon métier, c'est de produire des salons de jeux vidéo et des compétitions de jeux vidéo depuis un peu moins de 20 ans. Donc, ça fait quand même longtemps qu'on est dans le milieu. La deuxième, c'est que je suis délégué territorial Francisport Sud. Francisport est une association qui fait l'interface entre le gouvernement, donc les différents ministères et les institutions, et l'écosystème e-sport, donc les joueurs, les équipes, les associations, etc. Et moi, je suis le représentant sur tout le territoire sud, sur toute la région sud. Et ensuite, ma troisième casquette, c'est que je suis président de la commission e-sport de Medinsoft. Medinsoft qui est un cluster, on ne dit plus trop cluster depuis la crise sanitaire, mais qui est une association qui regroupe des entreprises qui œuvrent dans la tech et qui est organisée en différentes commissions. Donc, je suis le président de la commission e-sport. Voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, le e-sport, qu'est-ce que c'est ? C'est le dit aussi sport électronique, c'est en train de devenir un phénomène mondial majeur, on en parle de plus en plus. Il s'agit d'une industrie du coup en croissance rapide et combinant technologie, divertissement et la compétition qui touche beaucoup de gens et des millions de spectateurs. Cette pratique représente un énorme potentiel à exploiter en termes de développement, tant du point de vue économique que social. Je vais commencer par définir un peu le e-sport et les zones et après on va aller dans le vif du sujet. On va aborder ça sous 2 angles. Un premier avec plutôt un aspect économique où Pierre, tu nous parleras de la croissance de l'e-sport et des enjeux économiques. Et ensuite, on discutera des enjeux d'inclusivité et de diversité dans le e-sport, plutôt avec Jennifer alias Amelita. Alors, le e-sport, qu'est-ce que c'est ? C'est l'ensemble des pratiques permettant à des joueurs de confronter leur niveau par l'intermédiaire d'un support électronique et essentiellement le jeu vidéo. Donc, c'est la définition officielle de France e-sport. Donc, les confrontations de joueurs se déroulent sur Internet ou en présentiel, des compétitions locales ou nationales ou internationales organisées et réglementées par des joueurs, des communautés de joueurs, des associations, des sociétés spécialisées dans l'événementiel ou par des éditeurs aussi de jeux. Les compétitions sont diffusées en streaming. On connaît tous Twitch, qui est la plus grande plateforme de streaming, ou avec du public en présentiel, donc dans des salles pleines. Et les vainqueurs de ces tournois remportent des titres, des coupes, des lots, finalement, comme un tournoi sportif classique, ou des dotations aussi financières avec des prix. Et les joueurs sont en général affiliés du coup à des structures, donc des équipes, des teams, comme un peu des fédérations, qu'ils représentent lors des différentes compétitions, qu'ils soient associatives ou privées, amateurs ou professionnelles aussi, on en discutera. Et c'est un peu tout, voilà, le e-sport en général. Je me suis un peu intéressée au potentiel de l'e-sport du coup sur le continent africain. Il y a beaucoup d'opportunités et de développement sur l'e-sport, notamment une croissance assez rapide. Selon une dernière étude de Newzo, les revenus de l'e-sport en Afrique ont augmenté de 51% en 2021, atteignant 12 millions de dollars. Donc c'est quand même des chiffres assez conséquents et qui vont faire que grimper avec la croissance de l'e-sport aussi. On compte aussi sur la jeunesse démographique en Afrique. L'Afrique compte une population assez jeune, avec environ 60% d'Africains âgés de moins de 25 ans. Et cette jeunesse constitue aussi une solide base de potentiels joueurs et futurs gamers aussi. Il y a aussi beaucoup de tournois et d'événements qui ont été organisés en Afrique récemment, avec la Ligue africaine de la Rocket League, le Lagos eSport Forum au Nigeria, etc. Donc il y a des événements vraiment qui se déplacent sur le continent africain. Et enfin, en termes d'investissement et d'infrastructures, des entreprises technologiques qui investissent dans des infrastructures jeux en Afrique. Notamment en 2020, le géant de la technologie Liquid Telecom a ouvert The Liquid Intelligent Technologies eSport Hub en Afrique du Sud pour justement stimuler le e-sport et en faire un facteur de croissance.
À travers ça, on voit aussi des success stories qui naissent en Afrique, et notamment, je pense à Queen Arrow, qui est du coup une joueuse d'e-sport spécialisée sur Tekken, qui est kenyane et qui en 2018 est devenue la première femme de l'Afrique de l'Est à être joueuse pro, et qui a rejoint une organisation mondiale. Donc c'est quand même un beau parcours, et je pense qu'il va y en avoir de plus en plus aussi sur le continent africain. Donc, comme je le disais, on va commencer plutôt avec toi, Pierre, sur l'aspect économique et les enjeux un peu de tout ça. Peut-être avant, on va juste rappeler les profils aussi des joueurs du e-sport, le développement, et qu'est-ce qu'on a un peu comme profil. Milita, tu peux peut-être aussi compléter sur quels sont en fait les joueurs de e-sport, et qu'est-ce qu'on dit. On parle d'amateurs, de professionnels, qu'est-ce que c'est réellement? Déjà, pour rebondir sur ta définition de l'e-sport qui était très juste, donc l'e-sport, si je le résume en quelques mots, c'est tout simplement les compétitions de jeux vidéo, donc n'importe quel jeu vidéo, c'est-à-dire une mécanique ludique sur une interface numérique, donc un jeu vidéo, tu en fais une compétition, c'est de l'e-sport. Mais souvent, les néophytes confondent e-sport et exergames. Donc les exergames sont des jeux vidéo qui te demandent une pratique physique, comme Just Dance, Dance Dance Revolution, ou des jeux en réalité virtuelle. Donc on peut faire des compétitions sur des exergames, auquel cas ça devient de l'e-sport, mais un exergame ce n'est pas de facto un e-sport. Et pareil, il y a beaucoup de gens qui font au début un amalgame entre les simulations de sport et l'e-sport, et qui croient que l'e-sport c'est juste FIFA et NBA 2K, alors que en fait, si tu fais une compétition sur FIFA, c'est de l'e-sport, mais si tu as juste une pratique loisir, c'est juste du gaming. Voilà. Oui. Et ça fait la différence entre le gaming et l'e-sport. Et du coup, ça m'amène à répondre à ta question sur les différents types de pratiquants. On a une immense masse c'est plus que des jeunes, et c'est plus aujourd'hui que des garçons. Il y en a quasiment une parité homme-femme sur la pratique loisir du jeu vidéo. On est quasiment, en France en tout cas, on est quasiment à 50-50 hommes-femmes, et on a une tranche d'âge qui est bien plus âgée que ce qu'on observait il y a 20 ans. Aujourd'hui, l'âge moyen d'un joueur de vidéo, c'est 35 ans. Donc on n'est pas dans le cliché du jeune ado tout seul dans sa chambre. Donc là, c'est vraiment sur la pratique loisir. Savoir que le jeu vidéo, aujourd'hui, depuis plusieurs années déjà, c'est le bien culturel numéro 1 en France, devant le cinéma, devant la musique, etc. Et c'est le bien culturel numéro 1 chez les jeunes dans le monde. Donc on parle d'une industrie qui est colossale. Ceci étant dit, l'e-sport, c'est une niche là-dedans. Et du coup, quand on commence à parler des profils de pratiquants e-sport, on en a 3. On a le premier profil qui regroupe la majorité des joueurs et qui va jouer à des jeux e-sport, mais sans forcément s'intéresser au classement et sans forcément participer à des tournois. Donc c'est ce qu'on va appeler les e-sportifs loisirs. Ensuite, on a le deuxième profil qui va ajouter la brique classement, mais qui ne va pas forcément faire des compétitions. Donc ça, c'est mon profil. Je joue à pas mal de jeux compétitifs avec des mécaniques de classement sur le jeu lui-même, mais je ne participe pas à des tournois. Je cherche pas, voilà, je sais que je suis pas assez bon pour gagner des tournois, et mon avenir est ailleurs, et je prends du plaisir plus pour le coup moi à organiser qu'à participer. Et donc là, on a quand même beaucoup de consommateurs sur cette pratique-là. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les sportifs amateurs, mais dans lequel on intègre aussi les semi-professionnels et les professionnels comme Jennifer. Et là, on devient plus sur ce qu'on pourrait appeler une niche. Et ce qu'on observe de très marquant, et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir le témoignage de Jennifer, c'est que si on est à 50% d'hommes et de femmes sur la pratique purement loisir, donc le gaming, on arrive à 4%, je crois, de femmes sur la pratique vraiment compétitive, donc avec classement et avec compétition. Okay. Et voilà, c'est pour ça que c'est hyper intéressant d'avoir aussi le retour d'une joueuse professionnelle. Moi, je voulais juste, Jennifer, que tu me fasses peut-être un retour sur qu'est-ce que c'est un athlète e-sport, parce que souvent, quand on parle d'e-sport, tout le monde dit « Ah, mais c'est pas vraiment du sport, c'est pas de la... » Voilà, c'est un peu négligé au rang de gamer et de joueurs vidéo, mais qu'est-ce que c'est vraiment du coup un athlète e-sport? C'est ça, c'est intéressant du coup que tu dises tout de suite athlète e-sport, parce que c'est vraiment ça en fait. On va dire qu'une personne qui joue aux jeux vidéo est gamer ou gameuse, mais après dans l'e-sport, c'est comme toute compétition, il y a de la préparation physique et mentale. L'entraînement, c'est pas que jouer en fait, c'est aussi regarder et analyser des matchs. Et tout ça, c'est tout selon tous les types de jeux confondus en fait. Donc voilà, il y a aussi tout ce qui est hygiène de vie. On ne peut pas se permettre de partir en tournoi en étant complètement épuisé physiquement. Donc l'alimentation aussi. Donc voilà, c'est vraiment, on est loin des clichés qu'on a par rapport à la vision commune des gens qui jouent aux jeux vidéo. Mais c'est une vraie préparation pour chaque tournoi, etc. Ok, très bien.
Donc, on l'a dit, hein, l'e-sport, c'est vraiment un sujet en plein essor. En France, ça a connu quand même une croissance assez rapide. Est-ce que tu peux nous faire Pierre, un rapide état des lieux peut-être de l'e-sport en France, avec quelques chiffres des secteurs, les métiers aussi de l'e-sport, où est-ce qu'on en est aussi sur la législation, peut-être? Ouais. On peut faire un point. Alors, on va faire peut-être en 2 parties. Ouais, et puis il me faut 10 heures pour répondre à tout ça. Mais, 100 minutes, ça ira. non, en synthèse, aujourd'hui, l'e-sport en France, c'est 11 millions de consommateurs et de pratiquants. Donc on n'est plus sur quelque chose que les collectivités, les entreprises et le grand public et les médias peuvent ignorer. 11 millions de personnes, c'est beaucoup en France. Le chiffre d'affaires mondial de l'économie, de l'industrie de l'e-sport, c'est 1,5 milliard. Donc on est loin des chiffres d'affaires du sport et d'autres industries, mais c'est quand même une économie qui est florissante et surtout elle se développe tous les ans. On a connu un gros frein pendant la crise sanitaire, et je parle d'e-sport, pas de jeux vidéo, parce que et forcément, on était enfermé chez soi, donc on a consommé du Netflix et du jeu vidéo. Mais l'e-sport, par contre, a été vachement pénalisé par ça, parce qu'on ne pouvait plus faire de compétition. Donc l'économie de l'e-sport a baissé pendant la crise sanitaire. Mais ce qui est intéressant de voir, et ce qui nous montre aussi que c'est un écosystème qui continue à se développer et qui est dans une phase qui approche la maturité, c'est que directement après la crise sanitaire, on est revenu sur les chiffres pré-crise. Et ça continue de se développer. Donc il y a une vraie économie. Quand il y a de l'argent, ben forcément, il y a de l'emploi. Donc c'est un secteur qui recrute énormément, de plus en plus. Moi, quand j'ai commencé il y a 20 ans, je pense qu'il y avait peut-être 1 ou 2 personnes en France qui vivaient de l'e-sport. Aujourd'hui, il y en a 1 millier à peu près. Donc, et qui vivent exclusivement de ça, sans compter les tiers. Donc moi, par exemple, j'ai une agence, on est 6 à l'agence. Donc c'est notre métier à tous de faire uniquement ça. Par contre, j'embauche une vingtaine d'intermittents, d'auto-entrepreneurs qui travaillent aussi avec moi, qui travaillent aussi sur d'autres domaines, mais qui gagnent aussi de l'argent là-dessus. Donc il y a des effets de bord qui ont un impact concret sur l'économie. Je vais prendre un exemple d'un événement qu'on a organisé pour une chambre de commerce qui est venue nous voir en nous disant, donc c'est à Arles. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Arles, c'est une ville qui est merveilleuse entre la première et la dernière feria. En dehors de ça, c'est un peu une ville fantôme. Et ils sont venus nous voir en nous disant, est-ce que le jeu vidéo et l'e-sport peuvent nous permettre de redonner vie à cette ville sur une période où on est hors feria. Et donc on a monté le plus gros tournoi de League of Legends de France à ce moment-là. On a été dépassé après, mais à ce moment-là, c'était le plus gros tournoi League of Legends de France, avec un salon et d'autres tournois satellites à côté. L'événement, la marque s'appelait Maximus Cup. Et on a fait ouvrir 2 hôtels, on a fait ouvrir 3 restaurants. On a généré de tête, il me semble, 3000 nuitées sur une dizaine de jours, entre les prestataires, les joueurs, les exposants, les visiteurs, etc. etc. Donc l'unique enjeu, c'était attractivité économique du territoire. Et on y a répondu avec l'e-sport. Okay. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Je peux en donner beaucoup d'autres, mais on n'aura pas le temps. Et sur le point législatif, on avance énormément là-dessus, notamment avec Francis Sport. Donc on a fait, Excuse-moi, tu peux juste nous préciser Francis Sport, ce que c'est, son rôle, ses missions peut-être? Ouais, Francis Sport, comme je disais tout à l'heure, c'est l'interface entre l'écosystème e-sport, donc ceux qui font l'e-sport, des joueurs, des équipes professionnelles, associatives, etc., et les institutions. Donc moi, au niveau territorial, je suis amené à discuter très régulièrement, notamment avec la région, avec les différentes collectivités. Et au niveau national, on discute avec le CIO, on discute avec les ministères. On a été invité à l'Élysée, rencontrer notre président, M. Macron, pour discuter du sujet. Donc c'est vraiment l'interface entre les collectivités et le monde de l'e-sport. On a fait... alors c'est beaucoup de réunionites, mais on a des résultats très concrets, notamment 2 qui vraiment changent la manière dont l'e-sport va se développer à l'avenir. Le premier, c'est qu'on a réussi à faire passer le visa talent. Donc le visa talent, c'est un visa qui existe dans le monde du sport notamment, qui permet à des équipes sportives de recruter des joueurs étrangers, de les faire venir assez vite sur le territoire français. Et ça n'existait pas dans le jeu vidéo. Sauf que dans le jeu vidéo, quand une équipe en LFL, donc en première division de League of Legends, commence un split, il y a un joueur qui est recruté dans une autre équipe, ils doivent recruter un joueur qui est coréen ou brésilien ou des trucs comme ça. Il faut aller très vite sur le visa. Et on était bloqué par la lourdeur administrative, la rigueur administrative française. Ce visa talent permet d'accélérer ce process-là, ce qui a permis que sur les 2 plus gros événements e-sport de l'année 2023, donc les LEC à Montpellier, c'est en gros la Coupe d'Europe de League of Legends à Montpellier, et sur le Major à Paris, donc la Coupe du Monde de Counter-Strike à Paris, qui sont des énormes événements qu'on a eu la chance d'avoir en France, tous les joueurs étaient là. Sinon, il y a certains joueurs qui auraient dû jouer de chez eux. Et là, on commence à se poser des questions d'éthique, d'égalité sur la connexion, sur la triche, etc.
Donc là, on a eu la chance, grâce à ce visa, d'avoir tous les joueurs présents sur place. Pour faire ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a appelé le gouvernement, on leur a dit là, il faut que vous nous aidiez, parce que si vous voulez accueillir des compétitions internationales, ce que vous avez annoncé publiquement lors du rassemblement l'année dernière à l'Élysée, il faut pouvoir mettre en place ce type de truc-là. Donc on avance. Le deuxième truc qu'on a réussi à débloquer, c'est le taux de TVA. On a quand même fait changer un taux de TVA sur toute une industrie, c'est pas rien. On était soumis à la TVA à 20%. Donc la TVA classique, et on a réussi à faire passer donc tous les événements e-sportifs au même taux de TVA que les événements sportifs. C'est-à-dire à 5,5. 5,5. Donc le potentiel de développement économique pour le marché, il est énorme. C'est-à-dire que soit les tickets pour les joueurs et les participants vont coûter 15% moins cher, soit les organisateurs et les promoteurs, etc., vont gagner 15% de plus, mais dans tous les cas, ça sera vertueux pour le développement de l'écosystème. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on fait avec Francis Sport. Et au point de vue juridique, vraiment, même 10 heures, ça ne me suffirait pas. Il y a énormément de choses à faire. Voilà. Mais juste, je voulais revenir sur un point. On dit souvent que le statut du e-sport en France est assez avancé et qu'il est quand même assez bien réglementé et bien construit. Dans le monde ? Oui, par rapport, relativement à d'autres pays, etc. Est-ce que tu peux juste nous dire 2 mots sur le statut e-sport, peut-être pour inspirer aussi d'autres pays, d'autres législations? Il y a un pays qui est pas en avance, mais qui est déjà dans une autre dimension, c'est la Corée. Hein. Ça fait 20 ans qu'ils ont une fédération officielle. C'est les joueurs de jeux vidéo coréens, c'est les stars que tu vois à la télé, qui font le prime le samedi soir. Enfin, voilà, c'est pas du tout le même monde. Mais hormis la Corée et les États-Unis qui sont assez avancés, on est un des pays les plus avancés au monde en termes d'encadrement juridique. On a 3 ministères qui ont des délégués à l'e-sport. Donc ça veut dire qu'il y a 3 ministères avec qui on peut parler en direct, avec des personnes qui comprennent ce qu'on fait. Et du coup, c'est quoi, par exemple? C'est le ministère des Sports, j'imagine? C'est sport, économie et numérique. Okay. Ouais. Et ça c'est un peu une exception en Europe. Il y a très peu de pays, même dans le monde, qui sont aussi avancés que nous. La clé, c'est déjà de nommer des délégués à l'e-sport au sein des ministères ou du gouvernement. Des gens qui vont vraiment s'intéresser au sujet et qui ne vont pas avoir une lecture superficielle en s'arrêtant à la question est-ce que l'e-sport c'est du sport. En fait, cette question, elle est intéressante en premier niveau, mais en fait, derrière ça, qu'est-ce qu'on fait? Il y a vraiment des sujets comme la TVA, le visa talent et les contrats de travail des joueurs de jeux vidéo aussi. C'est-à-dire qu'en France, aujourd'hui, on peut avoir sur son contrat de travail écrit joueur de jeux vidéo. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on a fait passer aussi avec Francis Sport et avec le gouvernement. Il y a plein de pays où ça n'existe pas. Donc il y a une vraie professionnalisation de la filière en France, oui. Pour le coup. Ouais. Avec un vrai statut reconnu du joueur professionnel. C'est ça. Et du coup, on est juridiquement assez avancé. En termes de performance, on est quand même un pays bien placé. En termes d'envergure, de structure et d'événements qu'on organise, on est bien positionné aussi. Mais c'est le fruit de 20-25 ans de travail énormément associatif et bénévole et qui se structure à peine ces dernières années au final. Très bien, merci beaucoup. Tu avais dit quelque chose d'assez intéressant au début sur justement les chiffres en termes de mixité sur l'e-sport. Est-ce que tu peux juste revenir dessus? Parce que je crois que c'est fin des années 90, c'est ça, il y avait à peu près... peut-être voir l'évolution aussi des joueurs hommes-femmes dans le milieu. Du coup, là, on parle de la France, mais... Ouais, dans les années 90, on était sur un ratio de 80% de joueurs et 20% de joueuses, alors qu'aujourd'hui, on est à 50-50. Encore une fois, c'est sur la pratique purement loisir, mais ça montre déjà que y a plus de petites filles qui se disent moi, peut-être que le jeu vidéo, c'est aussi fait pour moi. Parce que les jeux vidéo sont un peu moins marketés pour les garçons, sont un peu moins développés et construits par des hommes. Il y a de plus en plus de femmes qui travaillent dans l'industrie du jeu vidéo, donc elles le font un peu plus aussi à l'image de ce qu'elles auraient aimé avoir petite fille. Donc on a de plus en plus de femmes dans le monde du jeu vidéo. On a du mal encore à la voir dans l'e-sport, en tout cas dans l'e-sport à vocation très compétitive au niveau de Jennifer. Et je pense que Jennifer, quand elle fait des compètes sur Street, il n'y a pas beaucoup de femmes qui jouent avec elle, quoi. Ok. Merci de nous faire une transition toute trouvée. Désolé, je vous avais prévenu que j'étais bavard. Il ne faut pas me faire trop de... au contraire. Non, merci. Et du coup, la transition est toute trouvée pour parler plutôt inclusivité et diversité aussi dans le e-sport. Donc, on l'a dit, les chiffres quand même changent et évoluent plutôt de manière positive pour les pratiques amateurs, mais au niveau des compétitions, il me semble qu'on est toujours sur un ratio assez faible de femmes
en tout cas reconnue joueuse professionnelle. Oui, malheureusement. Oui. Et justement, la question, c'est comment intégrer une dimension un peu genre et plus inclusive dans le sport. Du coup, toi, Jennifer, alias Amelita, tu fais partie de l'association Afro Gameuse. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur l'association, ses missions et ton rôle aussi de VP Sport dans l'association? Du coup, l'association Afro Gameuse existe depuis juillet 2020, donc ça fait un peu plus de 3 ans maintenant. Et donc, l'association œuvre pour plus de mixité et de diversité dans le monde du jeu vidéo. Donc, on dit bien dans le monde, c'est dans tous les métiers, que ce soit être développeur de jeux vidéo, être les étudiants et étudiantes aussi dans le jeu vidéo. Et aussi, c'est pour une meilleure représentation, déjà dans les personnages qu'on voit dans les jeux vidéo. Parce que voilà, il y a clairement un souci là-dessus. Je fais toujours le parallèle avec justement le débat qu'il y avait eu sur le film Ariel, la petite sirène, où il y avait justement des petites filles noires qui étaient vraiment très contentes de se voir, en fait, de pouvoir s'identifier à un personnage. Et ça a fait tout un tollé. Donc voilà. Donc on sent qu'il y a vraiment des problèmes à ce niveau-là. Et c'est justement, on essaye justement à aider à l'insertion et à l'intégration des femmes afrodescendantes dans l'industrie. Toute minorité ethnique, et notamment donc féminin et minorité ethnique, dans l'industrie du jeu vidéo. Est-ce que tu as une idée du chiffre à peu près de... C'est pas facile, il n'y a pas beaucoup de données. Je ne suis pas très chiffre, j'avoue. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que c'est trop peu. On en veut beaucoup plus. Est-ce que tu vois en compétition, par exemple, il y a... Alors en compétition, moi, en plus, je suis sur le jeu Street Fighter, moi, en compétition, donc c'est un jeu de combat. Oui. Donc déjà, bien précisé pour... Voilà, déjà, donc c'est... Si tout le monde connaît, mais... Donc c'est déjà plus niche que niche. Ouais. Déjà dans le jeu vidéo. Vous avez un jeu de combat où vous jouez en duel? C'est ça, rendu 1 contre 1. Okay. Donc du coup, Pierre parlait de League of Legends, qui est un jeu d'équipe, où c'est du 5 contre 5, qui est forcément très très populaire. Les jeux de combat, c'est très... oui, en France en tout cas, oui, effectivement. Mais pourtant, on a un excellent niveau français, notamment en jeu de combat. On a des champions français qui ont gagné des tournois. C'est l'équivalent de la Coupe du Monde, en fait. D'accord. On envoie nos joueurs à l'étranger. Donc voilà, ils participent à des tournois internationaux et ramènent des médailles en France. Ouais. donc voilà, on est quand même assez fiers de nos Français. Et voilà, du coup, on a un niveau qui est reconnu à l'international, donc ce qui n'est pas rien. Mais essentiellement que des hommes, du coup. Oui, malheureusement, voilà. Donc voilà, c'est ça. Et donc du coup, moi j'ai rejoint l'association en octobre 2020, donc dans la première année de sa création. Et moi je me suis beaucoup... déjà, je me suis sentie, touchée par le message de l'association, de ce que l'association voulait faire. Et c'est donc avec grand plaisir que j'ai accepté de rejoindre. Et du coup, là, l'ouverture du conseil d'administration cette année, m'a donné envie de m'investir encore plus dans l'association, et donc c'est pour ça que j'ai candidaté pour le poste de VP Sport. Et donc ma mission maintenant, ça va être d'aider à développer l'e-sport au sein de l'association, parce que je suis persuadée qu'on a des joueuses mais qui n'osent pas aller en compétition. Donc moi, mon boulot, ça va être vraiment de sonder déjà l'intérêt, parce que l'intention n'est pas de forcer les gens, mais s'il y a un intérêt et des blocages, nous, ça va être de proposer des solutions et vraiment de répondre aux questions et de les accompagner surtout. Très bien. Du coup, peut-être un peu nous parler de ton parcours. Toi, donc, tu es joueuse, oui. Alors, je ne sais pas si tu peux dire professionnelle, mais en tout cas, tu fais des compétitions. Oui, voilà, je dis que je suis joueuse compétitive parce que je n'en vis pas. Voilà. Ce n'est pas mon métier. La différence aussi. Et puis, en plus, par rapport au métier de joueur ou joueuse pro, j'ai envie de dire que maintenant, le jeu est une infime partie, parce qu'en fait, ça fonctionne beaucoup avec des partenariats et des sponsoring. Donc, il y a toute cette dimension aussi, création de contenu, réseaux sociaux, etc. Donc, il n'y a pas qu'une seule facette du métier de joueur et joueuse pro. Ça devient un peu entrepreneur de l'e-sport. Ça ne signifie pas que de jouer, en fait. Voilà. Donc, moi, j'en suis pas encore à ce niveau de professionnalisation. Donc, mais voilà. Ok. Et du coup, tu peux revenir un peu sur ton parcours. Comment toi, est-ce que tu as toujours joué aux jeux vidéo? Est-ce que c'est venu comme ça? Alors moi, j'ai joué depuis l'enfance. Je vais avoir peut-être 7 ou 8 ans quand j'ai commencé à jouer. Pourquoi les jeux de combat? Je ne sais pas trop. En fait, c'était comment dire, avec... on avait eu acheté la console, la Super Nintendo. On avait eu avec Street Fighter 2 à l'époque, avec mon frère. Et en fait, c'est devenu un peu une tradition chez nous, parce que déjà, on avait souvent des consoles à Noël. On se mettait d'accord sur la console, etc. Et on voulait toujours avoir un jeu sur lequel on pouvait jouer à deux. Donc en fait, à chaque sortie de console, on prenait la console et au moins un jeu de combat.
Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai j'ai commencé à vraiment beaucoup aimer les jeux de combat et c'est devenu voilà, un peu dans l'ADN. C'est entré dans l'ADN et voilà. Donc, mais pourtant, c'est. Et du coup, tu as toujours joué? Enfin, Oui, oui, tu as toujours joué? Oui, et... j'ai toujours joué, je ne me suis jamais arrêtée. Donc, et pourtant, le jeu de combat n'est pas vraiment adapté à ma pratique parce que moi, en fait, j'ai une paralysie de naissance du bras droit et de la main droite. Mhm. Et les jeux de combat sont réputés pour être difficiles et de demander beaucoup de motricité. Parce qu'en fait, il faut appuyer des fois sur plusieurs boutons en même temps, rapidement. Voilà, c'est des enchaînements de boutons. Enfin, voilà. Je pense que quand on regarde un joueur ou une joueuse de jeu de combat, on dit waouh, ça va vite, je serais incapable de faire ça. Donc, mais bon, quelque part, ça m'a aidé à conserver justement une motricité dans ma main droite. Et, voilà. Donc, ok, bon, c'est très intéressant. J'ai fait ma rééducation comme juste ça. Après. très, très intense, on en parlera au kiné. Et du coup, juste pour revenir, là, actuellement, tu as dit que tu n'en vivais pas, mais tu fais des compétitions. Oui, tout à fait. Ok, du coup, tu avais un autre métier à côté et tu faisais ça en même temps. Oui, c'est ça. Et l'idée, c'est de devenir joueuse oui, professionnelle. je pense que je vais essayer en tout cas d'entamer une reconversion professionnelle dans un des métiers du jeu vidéo. Ça va être pas forcément uniquement l'e-sport, mais voilà, je vais essayer d'explorer un peu tout ce qui existe maintenant parce que c'est vrai que moi, j'ai toujours grandi avec les jeux vidéo, mais en fin de compte, j'avais peut-être pas assez le recul que j'ai maintenant à mon âge de vraiment voir ce que ça implique, le jeu vidéo, qu'est-ce qu'il y a tout autour, tout ce qui est l'industrie, tout ce qui est les acteurs et actrices du jeu vidéo. Maintenant, c'est plus la même chose qu'il y a quelques années, quoi. Oui, c'est une vraie industrie maintenant. Voilà. On parle de ça. Super. Et du coup, on se pose un peu la question, comment on peut accompagner les femmes dans la professionnalisation de l'e-sport? Est-ce que vous avez mis des choses mises en place? Est-ce qu'il y a déjà des initiatives qui sont mises? Parce que, voilà, il y a des joueuses, mais il y a un peu cette passage à l'aisselle qu'on n'a pas vers la compétition. C'est ça. Disons Comment on que peut faire? je pense que les initiatives diffèrent selon le jeu, on va dire, donc les scènes. Par exemple, on revient toujours sur le modèle de League of Legends, qui est un jeu d'équipe. Là, je sais qu'ils fonctionnent pas mal avec sur le système d'incubateur. C'est-à-dire qu'ils vont prendre ce qu'on appelle une équipe, un roster de, par exemple, 5 joueuses. Et donc, ça veut dire de les recruter, ça veut dire de les coacher. Et de les faire participer à des compétitions. Là où moi j'ai un peu de réticence là-dessus, parce que dans ce format-là, je sais qu'il y a beaucoup de ce qu'ils appellent la ligue féminine. Donc ça veut dire des tournois exclusivement féminins. Moi, là où j'ai une réticence, c'est parce que c'est assez fermé en fait. Et ça ne devrait pas être dans le jeu vidéo. En fait, il n'y a pas de question normalement de physique, etc. Donc, je ne vois pas pourquoi on devrait les mettre de côté vraiment dans une catégorie particulière, contrairement au sport classique, en fait, où effectivement, une femme ne peut pas forcément rivaliser avec des hommes d'un point de vue physique, en fait. Justement, j'ai une petite question peut-être un peu naïve pour vous. Les compétitions, elles sont mixtes ou elles sont par catégorie de sexe? Voilà, ça dépend du jeu. Enfin, moi, en tout cas, en jeu de combat, c'est mixte, intégralement mixte. D'accord, donc tu peux jouer contre un homme. Oui, bien sûr. Enfin, ok. Oui. Ça dépend en fait des organisateurs qui font leurs propres règles. Et il y a aussi l'éditeur qui peut imposer certaines choses. Il y a pas mal de circuits compétitifs réservés aux femmes qui sont en train de s'organiser, justement pour dire, en fait, tout à l'heure on parlait un peu des modèles, pour qu'il y ait des petites filles aujourd'hui qui aient des modèles joueuses et pas joueurs, et qui se disent, attends, si Kayane ou Jennifer y arrivent, peut-être que moi aussi je peux taper sur Street Fighter et aller défoncer n'importe qui. Et c'est pas parce que je suis une petite fille que j'y arriverai pas. Et donc voilà, il y a pas mal d'organisateurs de tournois et d'éditeurs qui construisent des modèles réservés aux femmes. Pour à terme, j'espère que c'est l'objectif, revenir sur des circuits mixtes, sachant qu'aujourd'hui il n'y a aucune compétition réservée aux hommes. C'est-à-dire que sur toutes les compétitions e-sport qui existent, elles sont ouvertes aux femmes. Mais il n'y en a pas parce que il y a beaucoup moins, par exemple sur Counter-Strike, il y a des millions de joueurs hommes, mais il y a très très peu de joueuses femmes. Donc forcément, le ratio, le pool de base pour avoir des pépites, il est beaucoup plus faible chez les femmes parce qu'il y a beaucoup moins de femmes qui jouent. Donc voilà, ça rend beaucoup moins facile l'émergence de talents extraordinaires féminins. Moi, j'ai une anecdote là-dessus. J'en parlais hier avec une des intervenantes de la journée qui parlait justement des femmes dans le milieu startup. La place des femmes dans le milieu startup. Et je racontais cette anecdote. Moi, il y a une quinzaine d'années,
en fait, alors c'est un peu perso, mais ma compagne à l'époque était la vice-présidente de mon association, parce que j'ai commencé en mode associatif, et on voulait vraiment développer la place des femmes dans les compétitions. Donc on a cherché plein de moyens pour le faire. C'est passé par des choix de couleurs sur les chartes graphiques, c'est passé par du ciblage sur nos campagnes marketing, etc. Mais on a aussi mis en place un truc, c'était entrée gratuite pour les femmes. Donc sur des tournois à l'époque, donc sur Counter-Strike, c'était 30 € pour les hommes, gratuit pour les femmes. Et on a essayé ça pour voir comment ça allait être perçu. Les seules critiques négatives qu'on a reçues, il y en a peut-être eu qui ne sont pas arrivées jusqu'à nous, hein, mais les seules qui sont arrivées jusqu'à nous, c'est des femmes qui nous ont dit on ne voit pas pourquoi on est privilégiés comme ça, pourquoi on a l'impression d'être comme des appâts qu'on met là pour qu'il y ait plus de garçons qui viennent. Donc nous, ça partait d'un bon sentiment, on a essayé, on s'est dit bon... Et en fait, elles avaient eu l'impression de subir la même mécanique en boîte de nuit, en fait. Oui, c'est un peu... Alors que c'était pas du tout notre intention. Et voilà. C'est vraiment un sujet qui est délicat. Et effectivement, même si dans le fond, on se dit, est-ce que vraiment il faut qu'il y ait des circuits féminins réservés aux femmes? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut? Peut-être que oui. Pour que dans quelques années, les jeunes joueuses d'aujourd'hui, elles aient des modèles du même genre et qu'elles se disent oui, en fait, je peux m'identifier à cette joueuse et qu'un jour, elles pourront s'inscrire à des compétitions mixtes. Voilà. Moi, ça me fait toujours tiquer. Hein. Il n'y a rien à faire. La réaction, ça me hérisse un peu le poil. Mais en fait, justement, en parlant de Kayane, hein, qui est donc notre joueuse française la plus connue, hein, multiple, elle a eu beaucoup de prix dans les jeux de combat. Elle joue sur jeux de combat, elle aussi. Oui, elle aussi. Okay. Et donc, du coup, elle avait participé, pareil, en fait, notre Coupe du Monde en jeux de combat s'appelle l'Evo. Donc, il y a 2 éditions, une au Japon et une aux États-Unis. Donc en gros, c'est les 2 grands rendez-vous que tout joueur ou joueuse de jeux de combat a envie de participer. Et il y a eu une édition, je ne sais plus quelle année, mais où justement il y avait un tournoi féminin. Mais en fait, les femmes s'engageaient, si elles participaient à ce tournoi féminin, elles s'engageaient également à participer au tournoi mixte. D'accord. En fait, c'est dans le sens où, on donne la possibilité de faire venir des femmes qui ne seraient peut-être pas venues autrement. Donc, elles ont leur tournoi réservé. Mais par contre, on les invite aussi au tournoi mixte. Et je pense que c'est plus une démarche comme ça que... moi, je serais plus partante dans ce genre de démarche parce que ça permet de rencontrer des joueuses, ne serait-ce que de pouvoir les identifier, parce que derrière un pseudonyme, on sait jamais trop. Et de se rassembler aussi, d'avoir on va dire un moment entre nous. Mais pour moi, il faut que ça reste vraiment temporaire dans le sens où... on n'est pas à l'abri de oui, mais t'as gagné parce que c'était juste entre femmes, ce genre de choses. Alors que là, si tu fais les deux, personne ne viendra contredire ta performance, en fait. Donc voilà, moi, je veux vraiment que ce soit le plus réaliste possible. Donc en fait, il faut vraiment que l'initiative soit pensée pour tout public, en fait. C'est pas une question de genre ou d'orientation sexuelle ou je ne sais quoi. Il faut vraiment essayer déjà d'interroger les hommes, les femmes, les personnes non binaires, etc. De qu'est-ce qui les bloque en fait d'aller en tournoi, parce que c'est pas une question de niveau. On peut pas dire que c'est une question de niveau, parce que moi je pars du principe que si on se dit j'ai pas le niveau, on n'ira jamais en fait. Donc et je pense qu'il n'y a personne qui a été à son premier tournoi et remporté le tournoi, à moins d'avoir un talent exceptionnel. Comme tous les autres jeux, voilà. Échecs. Donc pour moi, il faut vraiment, c'est en y allant qu'on va avoir l'expérience, déjà de la gestion du stress, de la gestion, déjà d'avoir, de passer de l'isolement à être dans un événement où c'est noyé de monde, etc. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. En fait, je pense que tout ce qui est organisation de tournoi, et c'est vraiment essayer de s'interroger sur comment on peut rendre notre événement plus accueillant pour tout le monde, en fait. Oui. Voilà. Inclusif dans l'événement. C'est ça. Et justement, moi j'avais juste une petite question sur comment on source les femmes. Tu as dit c'est un peu compliqué. Comment on les sensibilise? Est-ce qu'il y a déjà des initiatives là-dessus? Parce qu'effectivement, derrière ton pseudo, on ne sait pas. Et tout le monde est un peu derrière son écran. On peut jouer sur son PC, etc. C'est compliqué aussi de... Oui, tout à fait. On a fait en première veille, on va dire, à l'occasion. L'été dernier, on avait été interrogé par l'organisation du Bruxelles Challenge. Donc c'est pareil, un événement jeu de combat à Bruxelles. Qui eux vraiment étaient dans cette volonté on aimerait qu'il y ait plus de femmes dans l'événement, mais c'était vraiment dans l'ensemble de l'événement. Ça veut dire aussi le staff. Ça fait aussi que du coup les femmes se disent dans le staff il y a des femmes. Si j'ai un souci, je peux me référer à ces personnes, quoi. Donc c'était vraiment dans la globalité de l'événement d'avoir plus de femmes, que ce soit en tant que joueuses, en tant que
organisation d'événements, etc. Et moi, je sais que j'avais fait le sondage auprès des filles d'Afrogameuses pour savoir exactement qu'est-ce qui les empêchait d'aller en tournoi. Ou ne serait-ce que d'aller à un événement, parce qu'il y a la distinction entre y aller en tant que visiteur ou juste pour jouer simplement hors compétition, et vraiment les personnes qui veulent faire de la compétition. Et c'était j'ai envie de dire le classique, malheureusement, syndrome de l'imposteur. Hein. C'était vraiment j'ose pas. Donc voilà, c'est là-dessus que du coup avec le conseil d'administration on va travailler ça sur 2024 et 2025. Hein. Là du coup le conseil d'administration est installé pour 2 ans déjà. Donc voilà, ça va être vraiment se mettre à disposition, répondre aux questions, quelles sont les craintes, en quoi on peut aider. Donc c'est vraiment le dialogue est ouvert. Oui, accompagner, sensibiliser. C'est ça. Moi, je veux vraiment aider, répondre. Pour moi, il n'y a pas de questions bêtes. On n'a pas toute la même sensibilité. Moi, c'est vrai que la première fois que j'ai été à un tournoi, je ne me suis pas posé la question de « Oh là là, je vais être la seule femme » ou quoi que ce soit. Mais je n'ai pas forcément la même sensibilité qu'une autre afro-gameuse. Donc, je me dis, voilà, il faut que je sois vraiment très ouverte d'esprit et que, voilà, je peux pas remettre... En fait, on ne peut pas remettre en question ce que ressent une personne. On ne peut que être l'écouter et essayer de trouver des solutions qui s'adaptent. Après, j'imagine qu'il y a des craintes qui sont quand même communes. On va avoir, par exemple, sur 10 personnes, on va quand même avoir des choses qui vont revenir. Et donc, ça va être notre boulot d'aider, d'essayer de trouver des solutions et surtout de les accompagner. On ne va pas les envoyer dans la fosse aux lions ou quoi que ce soit. Donc, c'est pas le but. Voilà. Et tu parlais tout à l'heure, tu mentionnais ton handicap dans les sports. Est-ce que, du coup, toi, tu connais aussi d'autres joueurs et d'autres joueuses handicapés? Quels sont les freins du coup, que tu peux rencontrer toi en étant handicapé? Est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs aussi handicapés dans les sports ou pas? Après, voilà, le handicap, c'est aussi une vaste question parce qu'il y a différents types de handicap. C'est le temps encore. Mais moi, dans mon cas, je sais que moi, par exemple, je peux me déplacer seule, ce qui n'est pas le cas d'autres personnes, d'autres joueurs ou joueuses en situation de handicap. Donc ça, c'est déjà un paramètre à prendre en compte. Et ça aussi, c'est savoir, on ne peut pas savoir à l'avance, est-ce que l'événement est accessible en fauteuil roulant, etc. Donc ça, je pense qu'il y a beaucoup de paramètres qui peuvent être aussi des blocages pour les personnes en situation de handicap. Oui, d'aller à un tournoi, d'y s'y rendre. C'est ça. Donc voilà, j'essaye d'être... pareil, de me mettre à la place, hein, mais c'est pas évident quand, par exemple, moi, mon handicap est moteur, de me dire, je connais un excellent joueur de Street Fighter qui est non-voyant, et donc du coup, qui lui n'a pas du tout les mêmes problématiques que moi. Oui, il voit pas. Du coup, il a quoi? Quelqu'un qui. C'est ça, donc c'est forcément quelqu'un qui va devoir se déplacer avec un accompagnateur, quoi. Et du coup, qui décrit en temps réel ce qui se passe? Alors non, il joue uniquement au son. Ok. Ouais. Waouh. Il joue uniquement au son et il a une ouïe incroyable. Alors moi, il arrivait à deviner quel costume mon personnage avait. Juste avec. Il me disait tiens, tu portes ça parce que j'entends la fermeture éclair. J'ai fait ah ouais. J'ai fait un niveau de détail, ouais. Et là, un excellent niveau. Hein, il est du coup, c'est comme il y a des échelons dans le jeu et il est master, donc il est au même niveau que les joueurs professionnels. Ok. Et juste pour finir du coup sur le handicap, toi tu as lancé un peu une initiative Cap Game sur ça? C'est ça, oui, j'ai rejoint, donc on a Cap Game en France du coup, qui fait, en fait, moi j'ai rejoint l'équipe testing, c'est-à-dire qu'on réalise des tests d'accessibilité sur un jeu par rapport au handicap visuel, auditif, cognitif, et qu'on fait remonter au studio de jeux vidéo. De toute façon on travaille avec eux. Moi j'aimerais qu'on puisse aller plus loin, c'est-à-dire travailler avec eux en amont, avant que le jeu sorte, pour leur faire remonter... des choses qu'il faudrait implémenter dans le jeu avant sa sortie. Ça marche très bien. On sent qu'ils sont vraiment à l'écoute. Déjà au niveau logiciel, on voit bien que même dans les prix qu'on attribue aux jeux vidéo maintenant, il y a des prix pour l'accessibilité. Et donc on sait que c'est un effort qui est vraiment fait maintenant, depuis ces dernières années. Il y a vraiment un gros avancement là-dessus. Merci beaucoup, Milita, pour ton témoignage. Il nous reste 5 minutes. Je vais vous poser une dernière question un peu à chacun. Pierre, du coup, on a parlé, il y a différents métiers dans le e-sport, etc. Est-ce que vous voyez émerger un peu un entrepreneuriat de l'e-sport à France e-sport ou en général aussi dans le monde, si on élargit? Est-ce qu'il y a des entrepreneurs e-sport qui se lancent là-dedans? Parce que de ce que disait Amélita aussi tout à l'heure, être joueur, ça suffit pas. Il faut aussi souvent alimenter ses réseaux sociaux, son compte Twitch, etc. Aller chercher des sponsors aussi pour pouvoir aller au tournoi. Est-ce qu'il y a une vraie filière entrepreneuriat e-sport qui se Oui, qui se crée? énormément. Là, ces dernières années, on a vu exploser le nombre
de formation et de projets entrepreneuriaux liés aux jeux vidéo et à l'e-sport. Moi, je reçois plusieurs fois par semaine des sollicitations pour des mémoires d'étudiants qui ne sont pas forcément dans des formations e-sport, mais qui ont derrière la tête un projet e-sport. On est, je pense, l'acteur en France le plus engagé dans la formation liée à l'e-sport. Il y a 6 ans, c'était 1 ou 2 formations avec 200 ou 300 heures dans l'année. Aujourd'hui, on est sur 8 formations. On a fait reconnaître par France Compétences le titre RNCP, le TFP, titre de formation professionnelle d'animateur e-sport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut former officiellement avec un diplôme reconnu par l'État au métier d'animateur e-sport. Ok. On a créé aussi avec le comité régional olympique et sportif de la région un BPGEPS APT, donc un diplôme d'encadrant sportif et APT pour activité physique pour tous, option e-sport. C'est-à-dire qu'on forme des apprenants à encadrer une pratique sportive et e-sportive. On l'a créé avec le comité olympique ici. Maintenant, on le déploie aussi à la fédération de handball. Donc là, Ça se aujourd'hui, démocratise réellement. énormément sur la formation. Et c'est des gens qui, derrière, vont être amenés à travailler de près ou de loin dans l'e-sport, que ce soit dans l'initiation, la sensibilisation, l'animation de petites séances d'entraînement pour les jeunes, pour leur faire découvrir, par exemple. Ou à plus haut niveau, travailler sur... Moi, j'ai un de mes anciens étudiants de l'année dernière qui, aujourd'hui, est CEO d'une des plus grosses équipes de League of Legends français, TDS, Team du Sud, qui est à Marseille. C'était mon étudiant il y a 1 an. Et voilà, donc c'est un milieu qui se professionnalise énormément. Il y a énormément de projets entrepreneuriaux. On est très souvent sollicité sur des startups qui créent des logiciels d'analyse, de paris, mais sans argent, parce qu'aujourd'hui, le pari sur les compétitions de jeux vidéo en France sont interdits. C'est pour ça que tous les sites de paris sont à Malte ou ailleurs. Voilà, on a énormément de sollicitations sur des projets comme ça. Ok. Ça montre que c'est un écosystème qui est en pleine émulsion, en pleine effervescence. D'ailleurs, on n'a pas que des sollicitations en France. On a pas mal d'acteurs étrangers en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Asie, qui des fois nous demandent notre avis sur leurs projets start-up liés à l'e-sport. Donc, ouais, ça bouge. Il y a pas mal d'opportunités. Après, il y a une réalité aussi, c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu ce que relatait Jennifer tout à l'heure, c'est que les équipes et les joueurs n'ont pas trouvé le business model miracle. Ok. Et en fait, les équipes qui arrivent à tenir un peu dans le temps, leur business model ne repose jamais sur la performance e-sportive. Il va reposer sur d'autres leviers comme le merchandising, l'influence, le ticketing. Une équipe, par exemple, professionnelle en France qui marche très très bien financièrement, pas sportivement mais financièrement, c'est parce que c'est une agence de publicité. Et en fait, elle gère des budgets pour des énormes marques françaises et internationales et elle positionne ces marques sur des événements ou sur des espaces publicitaires liés à l'e-sport. Mais ça, personne ne le sait. Il faut être un peu derrière la boutique pour le savoir. Mais en frontal, c'est juste une équipe professionnelle de jeux vidéo. Donc voilà, toutes les équipes et tous les joueurs cherchent des business models complémentaires parce qu'aujourd'hui, juste le cash price et se faire payer un salaire pour aller en compétition, ça ne suffit plus. Il faut faire du personal branding, il faut faire du placement de produits, il faut vendre des maillots, être invité sur des événements pour faire des dédicaces, etc. etc. Merci Pierre. Juste Amélita, pour conclure, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur les enjeux justement de la diversité et de l'inclusion dans ce que tu veux un peu sur le e-sport? Ah oui, c'est très difficile. Ouais. C'est très difficile. Juste envie de dire que essayer de normaliser les choses en fait. Et ça commence sur plein d'aspects, l'éducation, les parents, la société en fait. Donc c'est vraiment essayer de comprendre en fait ce qu'il y a autour. C'est pas juste jouer aux jeux vidéo. Moi, je sais que ça m'a aidé énormément en développement personnel, et professionnel aussi, parce que du coup, ça a éveillé chez moi quelque chose que je n'aurais peut-être jamais pensé, c'est-à-dire une réorientation professionnelle dans les métiers du jeu vidéo. Non, je pense qu'il y a vraiment énormément de choses à faire, mais il faut le faire intelligemment, en fait. C'est-à-dire, par exemple, on voit un enfant qui joue énormément aux jeux vidéo, il faut avoir le réflexe de demander qu'est-ce qui te plaît dans ce jeu vidéo, c'est pas pour rien, je pense que, et ensuite permettre à cet enfant, par exemple, de jouer, on va dire, plus intelligemment, parce que c'est pas juste jouer pour passer le temps, en fait. Quand on voit qu'il s'investit autant sur un jeu, c'est qu'il y a forcément quelque chose. Donc, et ça peut être aussi le facteur social, effectivement, quelqu'un qui est très introverti, comme moi j'ai pu l'être, malgré qu'on dirait plus maintenant, mais aussi à l'aspect social, donc rencontrer les personnes avec qui on joue. Voilà, il y a tellement de choses. Donc c'est pareil, on n'aura pas assez le temps, mais c'est vrai qu'il y a... moi, j'aimerais vraiment qu'on puisse
voilà, freiner un peu les a priori et vraiment essayer de comprendre la chose. Ouais. Ok, super. Voilà. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous. C'était très intéressant et très clair. Je pense que ça a éclairé pas mal de choses sur le e-sport. Qu'est-ce que c'est, les enjeux aussi un peu économiques. Il y a une vraie industrie maintenant et toujours ces enjeux qu'on retrouve beaucoup aussi dans l'entrepreneuriat féminin, ces enjeux d'inclusivité, de diversité. Donc, merci à vous deux pour vos témoignages. Merci. Bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Merci.